Le soleil de Ouagadougou ne brille pas, il juge. Il écrase la terre rouge du Sahel, révélant ce que tant d'années de discours ont tenté de cacher. La vérité nue. Ce jour-là, cette vérité n'avait rien de spectaculaire. Pas de caméra, pas de dignitaires étrangers, pas un seul drapeau venu d'ailleurs pour jouer les sauveurs. Juste une mer de machines jaunes et noires, 764 colosses d'acier alignés à perte de vue, sans une seule étiquette d'un bailleur de fonds. C'est un paysage inédit. Pas de fanfare, pas de discours, juste le souffle lourd de l'attente, et surtout, un silence inhabituel. Et si tout ce qu'on croyait sur la survie de l'Afrique, sous perfusion occidentale, était faux? Depuis 60 ans, on nous répète qu'un pays comme le Burkina Faso ne peut pas vivre sans l'aide, sans les crédits des grandes puissances. Trop pauvres, trop fatigués, trop dépendants pour choisir leur destin. Pourtant, ce jour-là, Ibrahim Traoré n'a pas cherché l'objectif d'une caméra, n'a pas guetté le sourire d'un ambassadeur européen. Il a simplement posé la main sur l'acier froid d'un bulldozer. Un geste minuscule, presque intime, mais qui pèse le poids d'un siècle d'humiliation et de résignation. Les experts étrangers l'avaient prédit. C'est la crise, l'effondrement viendra. Mais sur le terrain, ce que nous voyons, c'est un peuple qui décide que le prix du prêt est plus lourd que celui de la lutte. Ce n'est pas seulement une histoire de route ou d'infrastructure, ni même d'or ou d'agriculture. C'est une question de dignité. C'est la capacité de regarder ses enfants dans les yeux et de leur dire « Cette terre est la vôtre. Elle n'appartient ni à une banque, ni à un pays lointain. » Le Burkina Faso, petit pays enclavé, sous sanction, a placé sur le terrain l'équivalent de milliards de francs, CFA, en équipement, sans la moindre signature d'un donateur, sans la surveillance d'aucun consultant du FMI. Il y a là une fierté tranquille et une menace pour l'ordre établi, la preuve vivante qu'un peuple peut cesser de tendre la main et choisir sa liberté au lieu de la dette. Mais cette révolution s'achète au prix fort, le risque de l'isolement, de la pression internationale et de nouveaux périls internes. Pourtant, le choix est là, perpétuer la dépendance, ou saisir collectivement sa dignité. Pour comprendre comment on en est arrivé à ce moment charnière, il faut revenir à la racine de ce bol du mendiant qui a longtemps façonné la vision du Sahel. Pendant 60 ans, l'image du Sahel a été figée dans la poussière, la soif et surtout la main tendue. Vous vous souvenez? Ces documentaires où les caméras cadrent sur des enfants maigres, des femmes en file indienne sous un soleil implacable, et toujours, en arrière-plan, l'espoir d'un avion étranger larguant des sacs de riz estampillés d'un drapeau lointain. Mais derrière la compassion orchestrée, quel était le prix de cette main tendue? Au Burkina Faso, l'histoire officielle imposait une vérité. La survie ne pouvait venir que de l'extérieur. Chaque école, chaque centre de santé, chaque route goudronnée semblait porter la signature d'une fondation, d'une agence ou d'un partenaire au développement. On nous montrait la photo du ruban coupé, mais jamais le contrat en petits caractères. Car il y avait toujours une contrepartie. 1 kilomètre de route financée par l'aide, c'était un pas de plus vers la dépendance. Une ligne de crédit, c'était une tranche de souveraineté cédée, parfois à jamais. La misère devenait alors un produit à gérer, à exposer, à curer pour rassurer les donateurs. À force, on finissait par croire que le peuple burkinabé était né pour être reconnaissant, jamais pour être libre. Le trésor public ressemblait à un tamis. L'argent y entrait en grandes annonces, mais repartait aussitôt, englouti par les remboursements, les taux variables, ou plus sournoisement encore, par la fuite des ressources. Car pendant que les caméras filmaient la distribution de vivres, des tonnes d'or quittèrent le territoire chaque année dans un silence assourdissant. Cet or, tout le monde savait qu'il existait. Mais dans les villages, on n'en voyait jamais la couleur. Les mines, souvent confiées à des multinationales, opéraient sous des contrats opaques, parfois hérités de l'époque coloniale. Les royalties versées étaient ridicules, les dégâts écologiques laissés aux habitants. Le peuple travaillait, creusait, espérait, mais la richesse s'évaporait, direction Genève ou Londres, sans même effleurer le quotidien des Burkinabés. La gratitude restait,
La fierté s'effaçait. Ce système n'était pas une fatalité naturelle. Il était savamment entretenu. Les grandes institutions financières, les ONG, les cabinets de conseil, tous avaient intérêt à perpétuer le mythe d'un Burkina condamné à tendre la main. Pire, la pauvreté devenait l'alibi parfait pour justifier l'aide et donc pour verrouiller la dépendance. On disait « Sans nous, vous sombreriez ». Mais chaque nouveau prêt, chaque nouveau projet renforçait la cage dorée. Ceux qu'on disait « amis du développement » gardaient toujours la clé. Ce piège a coûté plus que de l'argent. Il a érodé la capacité du pays à rêver, à choisir son propre destin. Les générations se sont succédées, apprenant que la dignité a un prix, celui de l'acceptation, de la résignation, du silence. Mais alors, face à ce passé, une question radicale surgit. Que se passe-t-il si un peuple cesse de demander la permission d'exister? Le jour où l'or du Sahel a cessé de décoller pour l'Europe, tout le système s'est fissuré. Du jour au lendemain, ce qui semblait immuable, l'idée que le Burkina Faso ne pouvait survivre qu'avec des prêts, de l'aide, de la supervision externe, s'est effondrée devant un geste simple mais radical. Garder l'or, sur place, pour les Burkinabés. Plus personne n'attendait l'approbation d'ambassades lointaines. 764 machines ont été achetées, non pas grâce à un crédit du FMI, ni à une signature sur un bail occidental, mais directement avec le fruit de la récupération de l'or du pays. C'est la première fois depuis des décennies que ce métal précieux ne part pas remplir les coffres de sociétés offshore ou de banques étrangères, mais reste là, dans les caisses d'État, au service de ceux qui marchent sur la terre rouge du Burkina. Ibrahim Traoré, en imposant que les revenus miniers soient canalisés vers un fonds souverain, a établi une ligne rouge. L'argent de l'or doit servir à financer la dignité, la santé, les routes qui relient le nord et le sud, les infrastructures qui ne sont plus des vitrines pour impressionner l'Occident, mais des artères où circule la vie, l'espoir, le commerce entre paysans et marchés. Ce choix, sans précédent, a bouleversé l'ordre établi. Les anciennes multinationales, soudain privées de leurs rentes, s'agitent, lancent des menaces via des tribunaux internationaux, tentent d'activer des leviers diplomatiques ou économiques. Le FMI, silencieux mais lourd de désapprobation, laisse planer le doute. Et si le Burkina Faso devenait un paria financier? Les agences de notation, ces juges invisibles de la réputation économique, commencent à abaisser la note du pays, à parler de risque et d'instabilité. Mais ce que certains à New York ou à Paris appellent « risque », beaucoup au Sahel le nomment « réalité ». Car pour une femme qui a vu partir l'or, année après année, pendant qu'elle peinait à nourrir sa famille avec moins de 2 $ par jour, la menace de perdre l'accès à un crédit international n'est rien face à la promesse de voir, enfin, la richesse de son pays revenir à ses enfants. Ce qui surprend le plus? Ce n'est pas une évolution lente, mais une explosion de possibles. Du métal qui finançait les tours de verre des grandes capitales, on passe à la construction de ponts à Bobo-Dioulasso, à l'achat de bulldozers, de pompes, de buses pour relier les villages, désenclaver des régions entières. Pour la première fois, la dignité nationale est financée par la ressource elle-même. C'est la fierté, palpable, visible, que d'acheter comptant, sans demander la permission à l'étranger. Mais cette reconquête a un prix. À mesure que l'or reste au pays, la pression internationale monte. Les menaces de sanctions, d'isolement ou de blocage des transferts se multiplient. Les anciens partenaires, inquiets de voir le modèle de dépendance s'effondrer, cherchent à faire plier le Burkina Faso, à travers le chantage économique, voire l'asphyxie financière. Ce bras de fer ne se joue pas seulement sur les marchés ou dans les chancelleries. Il s'invite jusque dans les rues de Ouagadougou, où chaque nouvelle acquisition, chaque chantier devenu possible, réveille aussi de vieux démons. Car l'argent désormais disponible attire. Autrefois, la corruption était huilée par l'aide étrangère. Il suffisait de soudoyer un ministre pour brader une mine. Aujourd'hui, la manne de l'or, fraîchement rapatriée, aiguise les appétits. Ce ne sont plus seulement les puissances étrangères qui menacent l'autonomie. Les tentations internes reprennent dans les couloirs du pouvoir, là où rôdent les parasites de l'ancien système. Les réseaux d'hier,
habitués à vivre des miettes de la dépendance, cherchent à s'infiltrer, à détourner, à saisir, même sous un drapeau nouveau, ce qui ne leur appartient pas. Traoré le sait, remplir le trésor n'est que la première bataille. La véritable guerre, souvent invisible, se joue dans la gestion, la transparence, la capacité à empêcher que l'or ne serve qu'à changer de maître et non à libérer le peuple. Si cette richesse, arrachée à des décennies de pillage, finit entre les mains d'une nouvelle élite, si elle finance des 4x4 plutôt que des écoles ou des hôpitaux, alors la révolution n'aura été qu'une illusion. Et pendant que ce combat interne fait rage, une autre urgence s'impose. L'or est un symbole de puissance, mais il ne se mange pas. On peut acheter des milliers de machines, mais aucun village ne se nourrit de métal jaune. Les sanctions internationales ne frappent pas seulement les banques, elles entravent aussi les importations de céréales, de semences, de produits alimentaires. Le calcul des puissances extérieures est cynique. Il suffirait que l'estomac du Burkina crie famine pour que la population réclame un retour à l'ordre ancien et supplie de nouveau l'aide rejetée avec fierté. Traoré connaît cette menace. Il sait que la souveraineté monétaire et minière n'est qu'un château de cartes si le pain reste importé, si le riz ne pousse pas sur la terre reconquise. Les machines, les routes, les fonds rapatriés, tout cela n'est qu'un début. Il faut maintenant transformer la manne de l'or en sécurité alimentaire, en production locale, en autonomie réelle. Le défi est immense. Prouver qu'un pays capable de garder son or peut aussi nourrir ses enfants, avant que la patience ne s'épuise, avant que la pression extérieure ne gagne. L'indépendance économique est à portée de main, mais elle vacille chaque jour entre la réussite et le risque d'isolement, voire de chaos. Le Burkina Faso avance sur un fil, entre la fierté de la reconquête et la peur de la faim. Mais un nouvel enjeu émerge. L'or ne se mange pas. Quid de la souveraineté alimentaire? On peut acheter 1000 bulldozers, mais pas rassasier un village avec de l'or. Voilà tout le paradoxe auquel se confronte aujourd'hui le Burkina Faso. L'or, c'est du pouvoir, c'est du métal, c'est l'image de la souveraineté retrouvée. Mais l'estomac, lui, ne se nourrit pas de symboles. Et c'est là que commence la véritable bataille. Transformer la richesse minière en autosuffisance alimentaire, en développement concret pour ceux qui font vivre le pays. Ibrahim Traoré et son gouvernement l'ont compris. La dépendance, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de blé, de riz, de maïs, de ce qui finit dans l'assiette. Tant que le pain vient d'ailleurs, la fierté reste fragile, suspendue au bon vouloir des ports étrangers et des cargaisons sous embargo. Les sanctions internationales n'ont pas simplement visé les banques, elles s'attaquent maintenant au flux vital des céréales, à la veine nourricière du pays. Les puissances extérieures parient que la faim, tôt ou tard, brisera la volonté de résistance, que le peuple exigera le retour de l'aide, du crédit, de la main tendue. Pour éviter ce piège, la guerre contre la faim est devenue une affaire d'État, une mobilisation nationale où même l'armée est sur le pont, non plus pour parader ou sécuriser un cortège, mais pour creuser des canaux, irriguer les terres, distribuer semences et outils. Les bulldozers, symboles de la richesse reconquise, ne servent plus simplement à déplacer la terre. Ils arrachent la savane à la stérilité, repoussent le désert, rendent possible la culture là où, hier encore, la terre était donnée pour morte. Ce n'est pas une ONG de passage qui distribue ici des kits agricoles. C'est l'État lui-même qui investit, stratégiquement, dans sa sécurité alimentaire, non comme un acte de charité, mais comme la condition sine qua non de tout projet national. Quand un cultivateur, dans un village reculé, reçoit de quoi doubler sa récolte, ce n'est pas la générosité d'un sponsor étranger qu'il expérimente, mais le début d'un basculement historique, la fin de la faim comme arme de contrôle. Les premiers résultats sont là, timides, mais réels. Le prix de certains aliments baisse, la production locale commence à supplanter les importations. Dans les marchés, on sent une atmosphère nouvelle. Les femmes qui autrefois attendèrent le camion d'une agence humanitaire, sarclant maintenant des parcelles collectives avec des semences améliorées. Leurs mains sont dures, brûlées par le soleil,
mais elles avancent avec une détermination inédite. Pour la première fois, la moisson porte le sceau de l'indépendance, pas celui d'un logo étranger. La réaction populaire? Un mélange d'incrédulité et de fierté. Incrédulité, parce que des décennies de dépendance ont laissé des traces, une sorte de réflexe conditionné. L'État, on ne l'attendait que pour taxer ou réprimer, jamais pour investir dans la terre ou soutenir la production. Fierté, parce que c'est bien plus qu'une question d'argent ou de prestige. Il s'agit ici de dignité, de la capacité retrouvée à choisir sa voie, à nourrir ses enfants du fruit de son propre travail. Mais cette dynamique ne plaît pas à tout le monde. Dans les arènes internationales, le succès du Burkina Faso inquiète. Un pays sahélien qui redevient autosuffisant, ce n'est pas bon pour les affaires de ceux qui vendent leur surplus, ni pour les équilibres d'influence régionaux. Alors, l'embargo s'intensifie, les pressions diplomatiques se font plus sourdes, plus insidieuses. On cible désormais les circuits d'approvisionnement, on tente d'isoler le pays, d'user la patience du peuple en pariant sur l'échec de la saison agricole. Et c'est là que tout se joue. Si la transition agricole échoue, si les nouvelles terres irriguées ne produisent pas assez, si la saison se révèle mauvaise, alors la fierté toute neuve du peuple sera fracassée par la faim. Ce serait la pire des défaites. Non seulement la pauvreté reviendrait, mais avec elle, l'humiliation du retour forcé à la main tendue, la conviction renouvelée qu'on ne peut sortir du cycle sans l'aide des autres. L'enjeu, c'est la liberté elle-même, la possibilité de rompre pour de bon avec la fatalité de la dépendance. Mais, même si l'embargo international mobilise toutes les attentions, un danger peut-être plus pernicieux guette, à l'intérieur. La résurgence de la corruption, héritée de décennies de gestion opaque, de petits arrangements autour de l'aide étrangère. Voilà le prochain obstacle à franchir. L'indépendance n'est pas un don, mais une épreuve quotidienne. Qu'advient-il quand l'ennemi ne vient plus de l'extérieur? Au Burkina Faso, après avoir coupé le robinet de l'aide étrangère, le plus grand danger n'est plus nécessairement colonial ou financier. Il devient intime. Car une nation qui reprend ses richesses doit aussitôt répondre à une question cruciale. Comment les protéger de la prédation interne? Ibrahim Traoré l'a compris très tôt. En fermant la porte à l'aide internationale, il a, sans le vouloir, ouvert en grand celle de la visibilité. Fini les enveloppes opaques, les subventions diluées dans des circuits invisibles. Désormais, chaque franc provient de l'or extrait de la terre burkinabé, ou du blé récolté sur ses plaines. Le peuple voit d'où vient la richesse, il exige de savoir où elle va. C'est ce que Traoré appelle la visibilité radicale. Prenons un exemple concret. 764 machines, achetées sur fonds propres, sillonnent le pays pour construire routes, barrages, écoles. Impossible de cacher un bulldozer flambant neuf sur le bord d'une route. Impossible de voler un hôpital qui soigne, ou un champ qui nourrit des centaines de familles. Chaque investissement, chaque projet, devient une preuve tangible. L'argent n'a pas disparu dans une banque offshore, ni dans une villa de luxe à l'étranger. Il est là, sous les yeux de tous. Ce changement de paradigme bouleverse les habitudes. Avant, la corruption se nourrissait de la complexité, des dossiers illisibles, des circuits de financement si alambiqués que plus personne ne pouvait suivre la trace de l'argent. Aujourd'hui, la logique est inversée. La visibilité protège le bien commun. Chaque citoyen se sent actionnaire du projet national. Chacun a le droit, et même le devoir, de demander des comptes. C'est la fin de cette corruption traditionnelle qui prospérait à l'ombre des puissances extérieures et des intermédiaires locaux. Mais, soyons lucides, ces acquis restent fragiles. L'isolement croissant impose une pression immense sur l'État et sur ceux qui le servent. Les sanctions, les blocus, la méfiance internationale rendent chaque avancée plus difficile. Certains proches de Traoré commencent à vaciller sous le poids de l'isolement, tentés par la facilité du compromis, ou, pire, par le retour aux pratiques du passé. Après tout, il est plus aisé de détourner un virement venu d'une institution lointaine que de justifier devant tout un village l'absence de l'école promise. Voilà le vrai test de cette révolution. Sans vigilance, sans participation active du peuple, le risque est grand que le Burkina Faso ne fasse que remplacer une élite prédatrice par une autre.
l'ennemi ne porte plus d'uniforme étranger. Il parle la même langue, partage la même histoire et connaît chaque faiblesse du système. La tentation du retour en arrière rôde dans chaque bureau, chaque réunion. Ce n'est plus sur le champ de bataille que l'indépendance se joue, mais dans la gestion quotidienne, dans la transparence, dans l'appropriation citoyenne. Au bout du compte, la révolution de la souveraineté ne tient pas seulement à la capacité de dire non à l'extérieur, mais à celle de se dire non à soi-même, de résister aux dérives, d'exiger la lumière sur tout ce qui touche à l'intérêt général. Pour Traoré, le plus difficile n'est pas de lutter contre la sécheresse ou les sanctions, mais d'empêcher que la victoire ne soit confisquée par les mêmes mains qui, hier, géraient la pauvreté comme une carrière. C'est là que le Burkina Faso nous donne une leçon à tous. L'indépendance n'a de sens que si elle s'incarne dans la vie réelle, dans des actes visibles, dans un partage équitable des fruits du travail. Mais la tension reste palpable. Le système international guette la moindre faille, un affaiblissement, un scandale, et c'est la tentation de la vieille dépendance qui reviendra. Les regards se tournent déjà vers Ouagadougou. Tiendront-ils le cap? Ou céderont-ils à la lassitude, à la peur, à l'isolement? L'heure du bilan approche. La réussite du Burkina Faso peut-elle devenir un modèle contagieux? Que choisiriez-vous si votre dignité était en jeu? Le prêt ou l'appel? Cette question, simple en apparence, résume le dilemme qui traverse le Burkina Faso aujourd'hui, et par ricochet, toute l'Afrique. D'un côté, la tentation du crédit, de l'aide conditionnée, de cette perfusion qui promet la survie mais enferme dans la dépendance. De l'autre, la sueur, l'effort collectif, la prise de risque, l'appel, symbole d'un peuple qui creuse, construit et s'arrache à la fatalité. La révolution menée par Ibrahim Traoré inverse la logique imposée depuis des décennies. Désormais, l'aide ne coule plus à flot. Le Burkina Faso apprend à vivre de ce qu'il produit, de ce que la terre lui donne, de ce que le peuple façonne de ses mains. Ceux qu'on appelait les gestionnaires, ces intermédiaires qui signaient les contrats léonins avec les compagnies étrangères ou détournaient la manne de l'aide, voient leur pouvoir décliner. Les comptes ne sont plus planqués à Dubaï ou à Genève. Ils s'incarnent, ici, dans les 764 machines qui construisent, dans les routes qui relient, dans les récoltes qui nourrissent. C'est une révolution du concret, une victoire de l'évidence contre l'illusion. On ne peut pas dissimuler un hôpital volé. On ne peut pas détourner 1000 hectares de blé sans que tout le monde s'en aperçoive. C'est la gouvernance de la visibilité. Chaque sou issu de l'or national, chaque sac de blé récolté, devient un acte de souveraineté, une preuve tangible que l'argent des Burkinabés reste au pays. Désormais, l'État rend des comptes, non plus à des bailleurs ou à des experts, mais à ceux qui extraient l'or et font pousser le mil, au peuple lui-même. Pourtant, soyons lucides, ce modèle n'est ni simple ni sans risque. La fragilité aujourd'hui prend le visage de l'isolement. Si le Burkina Faso reste seul à marcher sur ce sentier d'indépendance, le poids du système international pourrait finir par l'écraser. Les puissances extérieures guettent la moindre faille, prêtes à souffler sur les braises de l'instabilité à la première occasion. Mais, et c'est là toute la portée de ce choix, si ce pari réussit, il ne s'agira pas seulement d'un miracle burkinabé, ce sera un signal pour toute l'Afrique, la preuve vivante que la dépendance n'est pas une fatalité, que la dignité peut triompher. Ce qui se joue, ce n'est pas la conquête d'un prestige éphémère ou d'une illusion de modernité. C'est, pour chaque citoyen, la possibilité de choisir. Qui possède le fruit du sol, qui décide de la destination de l'or, qui récolte les blés, qui dessine la route du futur. C'est la capacité de sortir du cycle de la pauvreté programmée, d'échapper au piège des dettes qui enchaînent, de retrouver sa fierté dans la sueur versée, non dans la main tendue. Souvenez-vous, la fragilité de l'Afrique a été fabriquée de toutes pièces. Une histoire fantôme, racontée pour maintenir un continent à genoux. Ce que prouve aujourd'hui Ibrahim Traoré, c'est que même un pays sans accès à la mer, encerclé de conflits et asphyxié de sanctions, peut trouver les ressources pour bâtir son avenir. À condition de dire stop au pillage. Les machines tournent, l'or reste, les champs verdissent, et les gens mangent. La dignité de la lutte remplace le confort de la cage. Ce dont vous venez d'être témoin n'est pas une simple page d'histoire.
C'est un rappel que la souveraineté, la dignité, l'espérance peuvent encore exister. Mais elles n'existent que si on les défend, chaque jour, par des actes, des choix, une volonté farouche de ne plus jamais céder. Le chemin ouvert par Traoré n'est pas le bout du voyage, mais le début d'un nouveau chapitre. Et ce sont les Burkinabés, pas un homme providentiel, qui l'écriront, pas à pas. Alors, aujourd'hui, si vous avez été touché, ne restez pas simple spectateur. Rejoignez ceux qui portent la voix de la souveraineté, que ce soit en partageant ces histoires, en débattant, en soutenant les initiatives qui incarnent cette indépendance, ou simplement en refusant la facilité du fatalisme. Car ce que le Burkina Faso est en train de tenter, c'est bien plus qu'une réforme économique. C'est une réinvention du possible africain. Dans 1000 jours, peut-être, on se souviendra de ce moment comme le tournant où la marée s'est inversée. On oubliera peut-être le modèle exact de chaque engin, mais on se souviendra du jour où la terre a tremblé sous les pieds d'un peuple qu'on pensait condamné à ramper. Que choisirez-vous, vous, face à l'ordre établi? La dignité ou la dépendance? L'appel ou le prêt? Le choix n'appartient plus seulement aux Burkinabés, il appartient à tous ceux qui rêvent d'autre chose pour l'Afrique et pour eux-mêmes.